Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les brutes ne savaient pas qu'il était un champion d'arts martiaux. Chaque matin, à 5h30 pile, alors que la ville de Brookstone dormait encore sous les premiers souffles tièdes de l'aube, Ethan Rivers franchissait les grilles du Lincoln High School. Le ciel était souvent encore étoilé, les lampadaires clignotaient faiblement, et les rues étaient désertes. Seul le crissement des feuilles et le murmure du vent accompagnaient ses pas. Il n'avait pas besoin de réveil, son corps, entraîné par des années de discipline martiale, fonctionnait comme une horloge. Il marchait toujours avec la même régularité, la même posture droite mais décontractée, balai à la main, sans jamais faire de bruit inutile. Son uniforme n'en était pas un officiel, mais un mélange de vêtements modestes, un jean usé, une chemise grise boutonnée jusqu'au col, et une vieille casquette noire sur ses cheveux poivre et sel. Il n'avait ni montre ni téléphone. Juste ses gestes, réglés avec la précision d'un maître. Personne ne savait grand-chose de lui. Il n'avait pas de profil sur les réseaux sociaux. Il ne participait pas aux réunions de l'école. Il n'assistait jamais aux événements sportifs ou aux fêtes de fin d'année. Il mangeait seul, dans une petite pièce près du local d'entretien. Il quittait les lieux après le coucher du soleil, aussi discrètement qu'il était venu. Des rumeurs, forcément, avaient commencé à circuler. Certains élèves affirmaient qu'il vivait seul dans une caravane rouillée, en retrait, au fond d'un bois. Ils disaient qu'il n'avait ni télévision ni radio, qu'il dormait sur un simple matelas roulé sur le sol, entre des piles de livres anciens. D'autres racontaient qu'il avait été en prison, qu'il avait tué quelqu'un, ou qu'il avait fui un passé lourd de secrets. Un professeur remplaçant l'avait même un jour décrit comme un moine zen tombé dans le mauvais siècle. Mais ce que tous savaient, c'est qu'il faisait parfaitement son travail. Les couloirs étaient toujours impeccables. Les toilettes sentaient le citron frais. Les lumières défectueuses étaient changées avant qu'on ne le demande. Les serrures grinçantes devenaient silencieuses du jour au lendemain. Il semblait deviner les besoins de l'école avant même qu'ils n'existent. On l'appelait entre élèves, Ghost Janitor, le concierge fantôme. Pas par méchanceté, mais parce qu'il apparaissait et disparaissait sans bruit, comme un souffle d'air. Ce que personne ne soupçonnait, c'est qu'avant cette vie d'ombre, Ethan Rivers avait été l'un des plus redoutables combattants d'arts martiaux des États-Unis. Champion d'aïkido, de karaté, détenteur d'une ceinture noire 3e dan, il avait participé à des compétitions internationales, remporté des trophées, formé des élèves dans plusieurs États. À 25 ans, il avait été sélectionné pour représenter les États-Unis aux Jeux panaméricains. Il était adulé dans le milieu martial pour son style fluide, presque dansé, et sa capacité à désarmer un adversaire sans brutalité. Mais tout cela avait été anéanti en une nuit. Un accident de voiture. Une route mouillée. Une camionnette lancée à vive allure. Ses parents, assis à ses côtés, n'avaient pas survécu. Ethan avait été hospitalisé pendant des mois, le corps brisé, l'âme davantage encore. Il n'avait plus jamais mis les pieds sur un tatami. Il avait quitté le monde sans prévenir, laissant derrière lui médailles, titres et réputation. Et désormais, il balayait un lycée. De l'autre côté du miroir, un autre homme régnait, un adolescent, en réalité, mais déjà habitué à imposer sa volonté. Logan Marshall, 17 ans, blond, athlétique, héritier d'un empire immobilier local, marchait dans l'école comme un fils de roi dans son palais. Il était populaire, charismatique, rusé. Mais il avait une faille, l'obsession du pouvoir, le besoin de contrôler, d'être craint. Avec ses deux acolytes, Chad Benson le grand nerveux aux cheveux ras et Tyler Green le beau parleur sarcastique, ils formaient un trio de petits tyrans. Ils n'étaient pas des brutes en apparence. Ils savaient rester dans les limites, juste assez pour éviter les sanctions. Une insulte déguisée, un geste de travers, un regard menaçant, c'était un harcèlement subtil mais continu. Et leur cible préférée, c'était Ethan. Ils le croisaient souvent dans les couloirs, surtout en fin de journée, quand le personnel partait. Ils faisaient exprès de renverser leurs bouteilles d'eau, de jeter leurs papiers gras par terre, ou de lui barrer le passage sans un mot. Chad avait même un jour lancé un chewing-gum mâché à ses pieds. « Alors, t'as raté ta vie pour finir avec une serpillière à la main ?» lança Logan avec un sourire narquois. Et,
Vieux balai, tu veux que je t'apprenne à passer la serpillière correctement? Ironisa Tyler. Ethan ne répondait jamais. Il les regardait à peine. Il se contentait de nettoyer. Doucement. Sans colère. Mais ce calme déroutant, cette absence totale de réaction, ce silence presque sacré que portait Ethan en lui comme une armure, éveillait la frustration de Logan, qui voulait une réponse. Il voulait voir Ethan s'énerver, s'agiter, protester. Il voulait le dominer. Mais il n'en obtint jamais rien. Pas encore. C'était un vendredi soir de fin d'automne, et un vent sec balayait les feuilles mortes autour du lycée Lincoln. L'école était presque vide. Les derniers bus avaient quitté le parking, emportant dans leur sillage les voix, les rires et l'agitation de la journée. Seul le gymnase restait ouvert pour une activité sportive facultative, un entraînement improvisé de basket auquel participaient quelques élèves. Parmi eux, Logan Marshall, Chad Benson, et Tyler Green traînaient encore, désœuvrés, arrogants, prêts à trouver un nouveau divertissement. C'est en quittant les vestiaires qu'ils tombèrent sur Ethan Rivers, en train de passer la serpillière sur le parquet du gymnase. Il balayait en ligne parfaite, comme s'il traçait un motif invisible sur le sol brillant, concentré, calme, indifférent à leur présence. Chad fut le premier à rompre le silence. « Tiens, notre petit ninja !» lança-t-il, moqueur, une canette à la main. Logan le suivit, les bras croisés, un sourire en coin. « J'ai une idée, » dit-il, les yeux étincelants d'un plaisir malsain. « Et si on faisait un petit test de réflexe? Juste pour voir ce que notre maître zen sait faire. » « Il bouge lentement, » répondit Tyler. « À mon avis, il dort debout, ce vieux. » Sans prévenir, Tyler fit un pas en avant et lança une bouteille plastique vide dans la direction d'Ethan, de toutes ses forces. L'objet fendit l'air en tournoyant, mais avant même qu'il ne touche le sol, une main surgit, rapide comme l'éclair. Ethan la saisit au vol. D'un geste net. Sans effort apparent. Le silence fut brutal. Les trois garçons restèrent figés, bouche entr'ouverte. Ils venaient de voir quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'homme fatigué qu'ils pensaient connaître. Ethan redressa lentement la tête. Son regard, jusque-là toujours fuyant, croisa pour la première fois celui de Logan, droit, stable, profond. « S'il vous plaît, » dit-il d'un ton tranquille mais ferme, « ne jouez pas avec ça. »« Oh, il parle. » se moqua Logan. « Regardez-moi ça. On dirait que le vieux balai a une voix. » Puis, sans avertir ses amis, Logan s'élança, tentant de le bousculer avec l'épaule, comme il l'aurait fait avec n'importe quel gamin dans les couloirs. Mais ce qu'il ne vit pas, c'est le léger pivot d'Ethan, le déplacement du pied droit vers l'arrière, le transfert du poids, et le mouvement fluide, précis, chirurgical. En une fraction de seconde, Logan se retrouva à genoux, déséquilibré par une rotation du bras, la paume plaquée contre sa propre poitrine, immobilisé sans douleur mais sans échappatoire. Chad hurla et tenta d'attraper Ethan par derrière. Grave erreur. En un geste fluide, Ethan utilisa le propre élan du garçon contre lui. Un glissement de hanche, un retournement de bras, et Chad s'écrasa doucement sur le sol, surpris, indemne mais humilié. Tyler fit un pas en arrière. Ses lèvres tremblaient. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» cria-t-il, la voix aiguë. Ethan ne dit rien pendant un instant. Puis il soupira, longuement, comme s'il regrettait d'avoir eu à agir. Il les regarda, non pas avec colère, mais avec une profonde lassitude. « Vous ne devriez jamais utiliser la force, quand vous ignorez ce que l'autre maîtrise. » Il se pencha, ramassa son balai posé contre le mur, remit calmement la bouteille dans une poubelle, et sortit sans un mot de plus, laissant les trois garçons figés au milieu du gymnase, comme des statues de honte. Ce que Logan et ses amis ignoraient, c'est qu'une caméra de sécurité fixée dans l'angle du gymnase avait tout filmé. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'un agent de surveillance, fasciné par la scène, partagea la vidéo anonymement sur le réseau interne de l'école. Le lundi matin, la vidéo faisait le tour de l'établissement. En moins d'une heure, elle avait été transférée sur les téléphones des élèves, partagée sur TikTok et YouTube avec des titres comme « Le concierge démonte 3 lycéens en moins de 10 secondes ».
Ghost Janitor égale Black Belt? Les réactions furent immédiates. C'est lui? Ce vieux concierge? On dirait une scène de film de Kung Fu. Je l'ai vu nettoyer la cafétéria hier. Les professeurs en parlaient dans la salle des maîtres. Les élèves chuchotaient dans les couloirs. L'administration ne savait plus comment réagir. Le lendemain, M. Harper, le directeur du lycée, convoqua Ethan dans son bureau. C'était un homme corpulent, bienveillant, avec un ton d'autorité douce. Ethan entra, le regard calme, comme toujours. « Monsieur Rivers, asseyez-vous. » Il fit jouer une vidéo sur son écran. Les gestes d'Ethan s'y déroulaient au ralenti, majestueux, presque irréels. « Pourquoi ne nous avoir jamais dit qui vous étiez ?» demanda Harper, les bras croisés. Un silence s'installa. Puis Ethan leva enfin les yeux. « Parce que mon passé m'a brisé. » Il marqua une pause. « Je ne voulais plus être un héros. Je voulais simplement être utile. » Harper resta silencieux un moment. Ses yeux s'humidifièrent légèrement. « Et si vous l'étiez encore, sans le savoir ?» La direction, impressionnée par la maîtrise silencieuse d'Ethan et bouleversée par les réactions positives des élèves, lui proposa officiellement de créer un club d'arts martiaux et d'autodéfense après les cours. Ethan resta silencieux un long moment. Son regard se perdit vers les fenêtres du bureau du directeur, où le soleil se couchait lentement, teignant le ciel d'orange et de pourpre. Les souvenirs revinrent en flot, le tatami, les cris de combat, les médailles, mais aussi l'accident, la douleur, les mois d'hôpital, l'oubli. « Je ne sais pas si je suis encore cet homme-là, » dit-il doucement. « Et si vous étiez devenu un autre, mais encore plus fort ?» répondit M. Harper, sincère. Finalement, Ethan accepta, mais à une seule condition. Ce dojo ne sera pas un lieu pour nourrir l'ego. Il sera ouvert à tous, sans exception. Les élèves harcelés, les jeunes à la dérive, ceux qui doutent, et même les anciens intimidateurs, s'ils montrent une vraie volonté de changer. Le directeur acquiesça avec respect. Ainsi naquit le dojo du soir, installé dans le vieux gymnase. On y installa des tapis, des miroirs, et un petit autel de bois brut avec une phrase gravée à la main. La maîtrise de soi est le début du courage. Le bouche à oreille fit le reste. Rapidement, une dizaine d'élèves vinrent s'y inscrire, Maya, qui pleurait souvent seule dans les toilettes. Jamal, exclu 3 fois pour bagarre. Nina, raillée pour sa silhouette. Et d'autres. Mais Logan, lui, restait à l'écart. Humilié par sa défaite, il se renferma. Il avait perdu son pouvoir sur les autres. Chad et Tyler avaient été suspendus temporairement. Son père, furieux, lui retira la voiture et le coupa d'argent. À la maison, il n'était plus qu'un déshonneur. Pendant des semaines, il observa de loin. Jusqu'à ce mardi de pluie, où il franchit silencieusement la porte du dojo. Les autres élèves s'arrêtèrent, inquiets. Ethan, lui, continua simplement de nouer sa ceinture. Balbutia Logan. Je ne suis pas là pour me venger. Je veux apprendre. Pas pour me battre. Pour comprendre ce que vous avez compris, ce que moi, j'ai toujours raté. Ethan le fixa. Longtemps. Son regard n'était ni dur, ni tendre. Juste, vrai. Alors tu es prêt. Mais sache que le chemin sera plus difficile pour toi. Pas à cause des coups. À cause de ton orgueil. Tu devras le briser chaque jour. Comme une roche. Jusqu'à devenir humble. Logan hocha la tête. Il devint l'élève le plus assidu du dojo. 2 ans plus tard, le dojo Rivers Way ouvrait officiellement ses portes, avec un local dédié, financé en partie par la mairie, des dons anonymes, et une fondation que dirigeait désormais un certain Logan Marshall, devenu ambassadeur de la non-violence dans les écoles publiques. Le dojo ne se contentait pas d'apprendre à frapper ou se défendre. On y étudiait la philosophie du corps et de l'esprit, le respect, la respiration, la parole juste. Certains jeunes y trouvèrent même une vocation. Maya, l'ancienne élève harcelée, devint instructrice pour les plus petits. Jamal obtint une bourse universitaire grâce à la discipline qu'il avait acquise. Quant à Ethan, il ne quitta jamais son rôle discret.
Il refusait les interviews. Il n'accepta jamais de salaire pour le dojo. Chaque matin, avant l'ouverture, on pouvait le voir entrer seul dans la salle, balai en main, en silence. Il balayait longuement le tatami, en cercle, comme un rite. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda un jour un élève. « Pas par besoin. Par respect. Pour le lieu. Pour la paix. Pour ce qu'on devient ici. » Et lorsque les jeunes doutaient, se comparaient, se disputaient, Ethan leur disait toujours. La vraie force ne rugit pas. Elle veille. Elle enseigne. Elle protège. Souvent, on croisait des anciens élèves, devenus adultes, revenir discrètement. Certains venaient poser leur front contre le tatami, d'autres venaient déposer une fleur près de l'autel. Aucun mot n'était nécessaire. Ethan Rivers, autrefois brisé, devenu invisible, avait redonné à des centaines de jeunes ce que lui-même croyait avoir perdu, la dignité, la maîtrise, la paix intérieure. Et il n'eut plus jamais besoin de se battre.